Bonjour et merci de la confiance que vous m'accordez concernant les chapitres que nous allons tout de suite développer dans cette cassette vidéo. Les techniques d'enchaînement, donc si vous êtes disque jockey en disco mobile, club discothèque ou simplement disque jockey passionné pour le fun, vous voulez connaître les astuces, comment réaliser un enchaînement mix tempo, comment réaliser un enchaînement cut, scratch, passe-passe, etc. Donc si vous êtes débutant, semi-pro, si vous avez tout simplement des lacunes dans ce domaine, je vous rassure, dans cette cassette, vous allez y trouver votre bonheur. Donc, pour pouvoir vous expliquer dans les détails le contenu donc, de cette cassette, nous avons la chance dans notre région d'avoir le premier plus grand centre de loisirs du monde qui est le Macumba de Genève. Une capacité générale de 5000 à 9000 personnes suivant les soirées. Et nous allons donc dans quelques instants rejoindre le Macumba et rencontrer Denis, qui est le disque jockey attitré du Macumba depuis 12 ans. Il est là-bas, qui a une expérience au top niveau et qui va se faire un immense plaisir de nous expliquer pas à pas tous ces chapitres de la technique. Alors on met sa petite laine et puis on va au Macumba. Salut Denis. Comment vas-tu Daniel? Ça va? Bien. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Que déjà tu aies répondu présent pour nous expliquer tous les secrets de ta technique. Puis aussi merci à la grande maison du Macumba de nous accueillir afin de nous permettre de réaliser cette belle cassette technique d'enchaînement. Tu vas bien? Très bien, tranquillement, tranquillement. C'est la grande forme, j'ai vu que tu étais en plein échauffement, en pleine démonstration, je veux dire en plein plaisir, parce que je crois que c'est quand même ton truc là. Non, c'est un plaisir, ouais. Un amusement et un plaisir. Est-ce que chez toi, tu as du matériel? Est-ce que tu travailles un petit peu? Moins maintenant. Ouais. Moins maintenant, ouais. Enfin, c'est toujours devenu, les exercices sont illimités en fait dans la technique. Les possibilités techniques sont énormes. Énormes. Mais il faut travailler. Je pense qu'on va en parler tout au long de cette cassette. Par contre, avant d'aller plus loin, on est tous plus ou moins curieux. Il est vrai que le Macumba est un club mondialement connu maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Depuis combien de temps exactement le Macumba existe? Depuis 77. Depuis 77. Ouais. Je vois, bon, tout le monde sait surtout dans la région que c'est un complexe, c'est-à-dire qu'il représente plusieurs clubs à la fois, avec plusieurs générations, avec plusieurs styles. Il y a combien de clubs environ Combien de clubs? Je vais les énoncer, comme ça on ne va pas se tromper. Tout à fait. Tu as la salle du Macumba, ici présente, tu as la salle de l'Empire, tu as le club 30-40 à l'étage. 30-40, qui veut dire 30-40. Qui veut dire 30-40 ans, oui, avec musicalement c'est assez varié, quoi. Plus varié, avec un peu plus de Rodens qu'en bas, quoi. D'accord. De toute manière. Après, tu as la salle du bal qui est rétro-musette. Tu as la salle du Rogers qui se trouve derrière la salle du Macumba qui est, on va dire, un peu rock'n'roll, musique années 80, 60, 70, très varié, quoi, musicalement. Et le pavillon qui est adjoint au Rogers. D'accord, enfin il y en a pour toutes les générations, de 18 à 60 et 80 ans, il n'y a aucun problème, tout le monde y trouve son compte. Voilà, il y a même le tropical aussi. Hein. D'accord, voilà. Et c'est ouvert combien de fois par semaine? Pour ces salles-là, le 30-40, ça va être 3 jours par semaine. L'Empire, c'est 2 jours par semaine. Le Rogers, 4 jours par semaine. Tropical, 2 jours. Et le centre de loisirs lui-même,
7 sur 7. 7 sur 7. Voilà. C'est bien. Et puis, juste avant de parler technique, parce que donc Denis, tu vas nous présenter en fait toutes tes techniques personnelles, comment arriver à enchaîner des disques, comment scratcher, comment faire du passe-passe, enfin toutes les techniques qu'un disque jockey doit savoir. Une question finale, toujours concernant le Macumba, parce que je sais que tout le monde est impatient de savoir, de connaître en fait tous ces secrets techniques. La capacité, du moins, le nombre de personnes, avec tous les clubs rassemblés, une capacité de combien? Combien de personnes, un samedi soir, ça représente? On va dire entre 7 et 10 000 personnes. 7 et 10 000 personnes, d'accord. Et le Macumba lui-même, donc la salle où La salle du Macumba, on va aller entre 3 et 4. 3 et 4 000 personnes, donc le samedi soir. Donc là, j'imagine que ça doit être un grand moment pour un disque jockey de vivre ça, quoi, devant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de disques jockeys en France, même dans l'Europe, qui t'envient, ce qui est tout à fait normal, parce que je pense que c'est un plaisir et c'est une chance de travailler dans un établissement comme celui-ci et de se faire plaisir tous les samedis soirs. Donc ici, le Macumba, c'est 100% techno, dance? Non, house, trance, techno. On va varier les trois. À partir du vendredi, samedi. D'accord. Après le dimanche, c'est musique éclectique, on va dire variée. Impeccable. Je pense qu'on s'est tout dit concernant le Macumba, et puis on va commencer au premier chapitre, l'explication pas à pas de la technique d'enchaînement. On y va. Merci. Bien, juste avant d'aborder le premier exercice, nous allons demander à Denis de nous expliquer le matériel nécessaire pour pouvoir déjà travailler à la maison ou en club. Denis, quel est le matériel que tu nous conseilles en fait? On va se décontracter un peu. Non, parce que là... On est décontracté. Voilà, on est décontracté. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est une table de mixage simple, soit avec deux voix, PU1, PU2, platine 1, platine 2, deux platines, un casque, ou sans casque, ça dépend. D'accord. Voilà. Est-ce qu'au niveau des platines, au niveau de la table, est-ce qu'il y a une marque bien pointue, bien spécialisée? Par exemple, les platines disques, bon, c'est vrai que celles-ci sont connues depuis des années. Est-ce que c'est les platines les plus courantes concernant ces platines? Parce que dans toutes les discothèques, on voit toujours les mêmes platines, donc des platines Technics. Non, c'est vrai qu'on voit toujours les Technics, mais bon, je pense qu'une platine, c'est comme un siège, si on se sent bien avec, quoi, on est marié avec. Ça dépend. Bon, c'est vrai que la Technics, moi j'ai toujours travaillé sur la Technics. Avant, il y avait d'autres platines où il n'y avait pas de régulateur de vitesse déjà dessus, dans le temps. Donc, mais je pense que non, on fait son choix. Il faut aller dans le magasin et demander à tester, essayer. D'accord. Elles sont relativement simples, elles sont accessibles, elles sont... Là, je parle au niveau du pitch parce que je vois un -8 + 8, donc ça nous sert donc à régler les vitesses. Est-ce qu'il est utile, admettons, sur d'autres platines que l'on peut conseiller ou déconseiller, d'avoir un pitch à -10, à -15? Est-ce que le -8 c'est le standard et le +8, est-ce qu'au niveau du pitch c'est... -8, +8, c'est la fiabilité, surtout quand on va bouger le pitch. Après, on peut les booster. En fait, ça veut dire qu'on va enlever le plateau, qu'on va tourner une vis qui va le mettre à -16 et +16. D'accord. Donc de toute manière, après la fiabilité du pitch sera plus pareil. On sera beaucoup obligé de rattraper son pitch. D'accord. Je trouve, quoi, du moins pour moi. Hein. Donc, enfin, tout à l'heure, tu vas nous expliquer comment utiliser le pitch. Voilà. Au niveau du bras, est-ce qu'il y a un poids standard, un poids adéquat, soit en fonction, soit du scratch, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un poids à respecter? Le poids à respecter est dans la notice de la cellule que vous avez montée dessus, surtout. D'accord, donc tout dépend de la cellule. Voilà, tout dépend de la cellule. Le poids à respecter... Oui et non, après ça va jouer sur le son, parce que si on met trop de poids, le son peut être écrasé. Il y a un tout, il y a une juste mesure à tenir. Si la main est lourde, comment on scratch, comment... En fonction de sa dextérité, en fait. Voilà, voilà. Il y en a qui sont plus ou moins lourds. Voilà. Donc ça reste quand même assez personnel, le réglage du bras. Oui, ça dépend de la personne en fait. Non, mais je pense bien parce que moi j'utilise la même marque que Cellule. Bon, et le disc jockey qui travaille avec moi utilise aussi cette marque-là, mais on n'a pas le même réglage de poids. D'accord. Au niveau laser, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau compact disque, on peut aussi bien enchaîner avec des compacts disques qu'avec des disques vinyles. Oh, aussi bien, ouais. D'accord. Aucun problème. Tout à l'heure, tu pourras nous montrer en gros comment l'utiliser. Aucun souci. Le principe est le même, sauf que c'est pas la même manipulation. Voilà.
D'accord. Bien, je pense qu'on va commencer au premier exercice. On va commencer à mettre une musique que tu as plus ou moins préparée et savoir exactement quelle est la première chose à savoir avant de réaliser un mix tempo. On y va tout de suite. Voilà, avant toute chose, avant de réaliser le premier enchaînement mix, nous allons déjà détecter le battement par minute, ce qu'on appelle le BPM. Denis, tu peux nous expliquer ce que c'est que le BPM? Alors le battement par minute, en fait, cela dépend. Il y a des gens qui vont le compter en 4, il y a des gens qui vont le compter en 8. La logique, c'est de prendre sa platine, déjà, d'aller chercher le premier battement. C'est-à-dire le premier battement qui a... Le premier son, la première frappe. D'accord. La première frappe, on va dire. D'accord. Donc après, ça dépend s'il y a une frappe basse et la frappe du clap. En général, est-ce que le premier battement, est-ce qu'il est représenté par... est-ce qu'il y a un instrument spécial? En général, au niveau rythmique, est-ce qu'il est sur la grosse caisse, sur la caisse claire? Ça dépend des disques? Ça dépend des disques. Il peut démarrer sur une caisse claire comme sur une grosse caisse. Mais en général, le premier battement... Le premier battement sera la grosse caisse. D'accord. Voilà. Donc, premier battement. Le premier battement est là. On va lâcher son battement et on va compter. D'accord. Alors là, il y a le premier. Oui. Donc ça fait... Ainsi de suite. Logiquement, après 8 battements, Oui. cela dépend comment vous appelez ça, les battements ou les mesures. Quoi. Après Oui. les 8 frappes, je vais dire. Ce qui peut faire au niveau solfégique, ce qui fait 2 mesures en fait. Voilà. Donc 8 battements. Voilà, il y a quelque chose qui va changer automatiquement dans le disque, soit après 8 ou après 16. On D'accord. ne peut jamais dire, cela dépend de la personne qui a fait. Maintenant, je pense qu'on ne tient plus trop tout ce qui est vraiment solfège quand on fait... Je pense que du temps du disco, oui, il y avait toujours un rajout à partir de 4 mesures, ce qui faisait donc 16 battements. Voilà. Mais donc avec la techno, peut-être qu'il y a beaucoup plus de contretemps, beaucoup plus de... Voilà, il y a des moments, ça va être complètement le contretemps qui va rentrer. Quoi. Donc il ne faut pas se reposer sur les 4 mesures, compter 4 mesures et attention, ça y est, voilà un instrument supplémentaire. Ce qu'il faut surtout, c'est bien détecter et avoir une bonne oreille musicale. Alors donc le battement par minute, donc c'est battement par minute. Comment rechercher un battement par minute? La plupart des disques, il y a toujours le BPM marqué au dos du disque. Est-ce que tous les disques... Alors ça, moi, ça revient toujours au même, je ne suis pas la personne... Je ne veux pas qu'on marque son BPM. D'accord. Parce que de toute manière, marquer son BPM sur un disque, après, on a trop la facilité de toujours remixer les mêmes choses. Tout à fait. Donc, il ne faut pas marquer son BPM. Ça doit aller au feeling. D'accord. Toutes les choses, il faut les faire au feeling. Si, admettons, sur ce disque-là, il y a, je ne sais pas, moi, il est à telle vitesse et celui-ci est un peu plus lent. Mais par contre, tu as envie de les enchaîner. Est-ce qu'au niveau du pitch, donc qui lui est le régulateur de vitesse, est-ce qu'on peut bien décélérer, accélérer celui-ci? Est-ce qu'on peut se le permettre? Alors logiquement, on ne touche jamais au disque qui tourne. D'accord. Le disque qui tourne pour éviter de déformer pendant qu'on travaille en live. D'accord. Parce que si je fais ça, je me permets, hein, Daniel. Mais bien sûr, bien si sûr. je fais ça, mon disque tourne, ce disque-là est plus rapide. Donc il faut que je l'accélère. Tout à fait. Donc, si celui-là est plus rapide, il faut que j'accélère. Ça, c'est ce qu'il faut que les personnes entendent. Ouais. Ça fait désordre dans une soirée. Effectivement. Donc, toujours travailler. Si on veut le ralentir, on peut le ralentir ou l'accélérer, ne serait-ce d'un demi ou de 1, mais jamais le disque qui tourne dans la salle. D'accord. Donc, est-ce que tout est enchaînable? Est-ce que tout est possible d'enchaîner? Est-ce qu'il y a quand même des normes à respecter? C'est vrai que le fait d'aller jusqu'à -8 ou à +8, est-ce que ça peut déformer le disque? Je suppose que oui, mais est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable sur un disque qui n'est pas vocal. D'accord. Voilà. C'est le mieux parce qu'après on déforme complètement la voix de la personne. Ou un disque vraiment connu, style dance actuel, ça serait dommage de le... Ça serait dommage de le fusiller, quoi, on va dire carrément. Oui. Donc si sur de la techno ou de la house, tu peux aller jouer de +8, on va dire les +8, -8, on peut sur la techno, oui. D'accord.
Voilà. Donc au niveau du battement par minute, il peut être, tout dépend aussi du pitch. Bon, il y a le battement par minute standard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au point 0, il y a son battement par minute, c'est-à-dire qu'en 1 minute vous avez tant de battements. Alors c'est vrai qu'il faut, avec un chronomètre, il faut soit mettre votre chrono, vous mettez votre premier battement et 1, 2, 3 pendant 1 minute, si vous avez votre battement par minute, ou 30 secondes multiplié par 2. 15 secondes. Multiplié par 4. Multiplié par 4. D'accord. Le mieux c'est le 15, je pense que s'il y en a, parce qu'il y a encore des jockeys qui comptent beaucoup leurs battements dans la soirée, je pense que le mieux c'est le 15 secondes, ils iront beaucoup plus vite. D'accord. Donc comme dit bien Denis, évitez quand même de trop vous familiariser avec le BPM parce que vous attrapez malheureusement des mauvaises manies de toujours respecter le même ordre des disques, ce qu'il faut bien entendu éviter en club discothèque. Donc maintenant qu'on a déjà franchi ce premier pas concernant le battement, comment essayer d'enchaîner 2 disques en même temps, comment réaliser, comment on peut détecter les 2 mêmes vitesses, comment se régler sur les 2 mêmes BPM. Voilà, alors pour cela j'ai besoin du casque pour réaliser l'enchaînement tempo. On va dérégler la platine, voilà, platine déréglée, toutes les 2 sont au point de vitesse 0. On va envoyer le premier disque. Donc ça c'est bien le disque qui tourne où les gens dansent dessus, d'accord? Et ça c'est celui qu'on va travailler au casque. On va travailler au casque. Donc on va rechercher le BPM, mettre ce disque à la même vitesse que celui-là. D'accord. Alors pour simplifier le tout, on va travailler tout en direct, pour bien faire comprendre aux personnes l'âge du disque sur le disque qui est en train de tourner sur la piste. D'accord. Là, je prends mon premier battement. Ma première frappe dans le disque. Donc le battement 1. Le battement 1 que tu as calé. Alors, là, on va travailler en haut. On va expliquer pour bien que les personnes ressentent la différence. Tout à fait. Parce que là, on ne va pas travailler de synchronisation. On va travailler un mixage. Les 2 disques sont à la même vitesse. Vitesse qui peut être des fois approximative. Donc pour cela, on va travailler à la main, soit rapproché avec son disque. Et ça, ce sera Avec l'habitude en fait. voilà. Quelqu'un d'habitude reste au Voilà, pitch. voilà. Là, on va chanter tout doucement donc, le disque qui était en train de tourner auparavant. Voilà, ce qu'on appelle un enchaînement coulé, mais qui n'est pas synchronisé. D'accord. Donc celui-ci est assez en douceur, il est, voilà, comme tu dis, un enchaînement coulé, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de quitter le disque et d'amener celui-ci, Voilà. soit avec le son, soit avec la synchronisation. Voilà. Donc comme on a pu s'apercevoir, celui-ci était quand même beaucoup plus lent à la base que Voilà. celui-ci. Ouais, Point exactement. 0, Point là on est 0. quand même à plus 5. Oui, plus 5, 4,5 on va dire. Hein. D'accord. Et donc, c'est vrai que par habitude, on utilise au pitch pour chercher la vitesse. Voilà, le disc jockey qui, à force d'entraînement, finira par travailler avec la vitesse. S'il n'y a pas un gros décalage, on peut rattraper au centreur. D'accord. Pour utiliser le centreur, parce que c'est vrai que c'est à partir de là où il y a c'est le noyau en fait du plateau Oui. qui permet d'élancer, parce qu'il faut éviter quand même de travailler à l'extérieur. Parce qu'on peut accrocher le diamant en plus à l'extérieur. C'est clair. Est-ce qu'il y aurait un exercice pour se familiariser avec ce mouvement en fait? Est-ce qu'on peut par exemple, sans appuyer sur play, est-ce que ça peut être conseillé, ça peut être un exercice parmi tant d'autres, et d'essayer de trouver la bonne vitesse juste à la force du doigt? Alors ça c'est l'ancienne école. C'est l'ancienne école. Voilà. Donc, oui, vous voyez ce qu'il veut dire quoi, en fait. Vous voyez, mais il a raison. C'est l'ancienne école. Mais est-ce que, comme exercice parmi tant d'autres, est-ce que ce sont... Si, comme exercice parmi tant d'autres, ça peut être très bien de s'habituer, de savoir comment on doit appuyer sur le disque. Parce que c'est pas, on va pas faire, je me permets, hein, Daniel, je vais envoyer le disque, bien sûr. je me permets, on va pas faire chez toi. On va pas faire ça. C'est pas bon. Il y a une habitude et une vitesse à tenir. Bon alors, pour l'accélération, on peut faire comme ça.
Après, pour le ralentissement, ce qui est conseillé, on peut faire comme ça, ralentir là sur le plateau. Pas sur le disque. Pas sur le disque. Si c'est une petite vitesse, on peut le rattraper juste en défrôlant. Ou à ce moment-là, on retient le noyau qui est en train de tourner. Ou on l'accélère au noyau qui est en train de tourner en donnant une impulsion. L'impulsion, voilà. Ce qui évitera les secousses directes. Bah, ce qui évite de faire ça derrière. D'accord. Et de décaler complètement son disque. Donc une progression. Donc c'est un exercice donc, que l'on peut quand même travailler déjà avec se familiariser. On avec, va dire, ouais, se familiariser avec la platine qu'on utilise. D'accord. Là, tout à l'heure, donc tu as cherché la vitesse au casque. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration qui peut être avec ce mélange des deux disques qui va être un petit peu pas fouillis, mais est-ce qu'on peut faire on peut imaginer que on a tous le casque. Oui. Et qu'on écoute en live avec les deux disques, comment comment je recherche la vitesse. Donc on va repartir, hein, on va renvoyer celui-là, on va le remettre au début. J'y va. Voilà. Voilà, le disque va partir, on va arriver. Donc voilà, le disque est parti. Je simule le casque. Voilà. Moi je vais rechercher donc voilà mon premier battement qui est là. D'accord. On est bien d'accord. On va dérégler. Là, on est au casque. Hein. On est au casque. Je dérègle la vitesse. Hein. Voilà. Donc là, je suis là. La vitesse n'est pas bonne. J'accélère. Je rattrape avec mon doigt pour me caler approximativement pareil. Pour moi, la vitesse est à peu près bonne. D'accord. Donc maintenant, je suis toujours avec mon casque. Je vais rechercher mon premier battement. Mon premier battement est là. Et là, je suis voilà, obligé de rattraper un peu avec mon contrôleur. D'accord. Donc, une chose importante, parce qu'il faut savoir qu'il y a certainement des personnes qui nous regardent, donc qui sont totalement débutantes et qui, pour faciliter un petit peu la compréhension de la recherche, qu'est-ce que tu en sais, toi, en fait, que ce disque est plus lent? Je veux dire, on sait qu'ils ne sont pas du tout ensemble. Comment détecter, en fait, si celui-ci est bien plus lent ou plus rapide? C'est vrai que toi, tu as l'habitude, tu as l'oreille, parce que l'expérience te permet d'être plus à l'aise. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas habitué, au début, c'est de l'hébreu, il ne sait plus si c'est rapide, lent. Est-ce qu'il y a une astuce pour essayer de chercher? L'astuce, soit c'est comme on disait tout à l'heure d'ailleurs, compter le BPM. Donc on va se rendre compte qu'un exemple, celui-là est à 135 et que celui-là est à 130. Donc il est beaucoup plus lent. D'accord. On est bien d'accord. Donc on rappelle que compter déjà le BPM, un c'est soit sur 15 secondes, on multiplie par 4, soit sur 30, on multiplie par 2. Donc l'indice est là. S'il est plus rapide, je sais qu'automatiquement, je vais devoir le ralentir. D'accord. Voilà. Mais admettons, on envoie ce battement en même temps que sur celui-ci, puis le deuxième battement, il est plus dedans. Donc ça voudrait dire qu'on est soit vraiment trop rapide ou vraiment trop lent. Voilà. Parce que si les 3-4 premiers battements sont à peu près dans le bon, il nous manque pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose. D'accord. Mais c'est vrai que seule l'expérience vous permettra de savoir s'il est plus rapide, plus lent. C'est une question que tout le monde se pose. Comment je peux savoir s'il est plus lent, plus rapide? Donc c'est à vous de chercher, et si, admettons, vous estimez, vous pensez qu'il est lent, eh bien faites dans le sens pour l'accélérer, et si vous pensez que vous n'êtes pas du tout dedans, ben faites le contraire. Et à force, je pense que... c'est à force. Hein. D'accord. On ne veut pas dire, la personne qui a réussi un premier mix comme ça, à moins qu'il est allé en discothèque et qu'il a vu les vitesses réglées, mais il ne faut jamais copier. Il faut prendre des exemples mais ne jamais copier. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir une oreille musicale? Il y en a qui n'ont malheureusement pas la chance, qui n'arrivent pas à garder la mesure. Est-ce qu'il y a un exercice que l'on peut faire, que tu vas certainement dire et qui est vrai, qui est peut-être un petit peu dans les années 50, dans les années 70 surtout, ou de taper des mains? Est-ce que c'est conseillé parfois de taper des mains pour ceux qui n'ont pas cette facilité d'oreille musicale, de détecter Ouais, non. Moi, taper les mains, non, je vais te dire non, Daniel. D'accord. Je vais te dire non. Moi, bon, maintenant, il y a plusieurs choses qui existent. Vous avez des tables comme la Pionnière qui a le compteur BPM dessus. Et vous avez votre jambe qui est votre métronome. Ou votre pied qui est votre métronome. Donc, c'est à vous de taper comme ça.
Est-ce que tu tapes du pied? Non, moi non. Par habitude. J'ai une caisse basse et une caisse claire une dans chaque jambe. D'accord, donc c'est dans la tête et tu t'es en fait... moi je remue, en fait c'est mes jambes qui font ça qui comptent pour moi. D'accord, donc on a tous un petit peu nos manies, tous plus ou moins nos tics quelque part, on a nos repères. Il y en a qui tapent du pied, ouvertement. Oui, il y en a qui mangent du chewing-gum. Par exemple. Et qui comptent comme ça. Moi ça m'arrive que si je suis sur des disques assez rapides, je mange un chewing-gum. Donc voilà souvent pourquoi Denis a des crises d'aérophagie, parce que lors des soirées dance, techno, il mange du chewing-gum, c'est vrai. Donc chacun ses repères, c'est une question assez personnelle. Je veux dire, mais c'est chacun monte sa mayonnaise comme il veut. Exactement, d'accord. Donc la base, c'est donc celle-ci, c'est de bien détecter le BPM, pouvoir trouver la même vitesse des deux mêmes disques, et après, donc il suffit déjà de s'entraîner à faire des enchaînements au même BPM, au même tempo et en fondu. Est-ce que maintenant tu peux nous montrer ce que c'est qu'un enchaînement donc mix tempo, mais plus synchro? Plus synchro. Là, tu nous as tout à l'heure montré un petit peu en... D'accord. Bon, la synchronisation sert beaucoup, Daniel, on va dire, déjà, je me permets, hein, la synchronisation sert beaucoup sur des disques qui ont des voix, des paroles. D'accord. D'accord. Maintenant, on va faire une synchro. Bon, c'est 2 disques instrumentaux. Hein. Donc, on va essayer de faire une synchronisation. Les personnes comprennent bien. Là, j'ai pas, donc, je me permets d'ailleurs, j'ai pas encore compté, en fait, là, ce qui s'est passé. C'est bien d'accord. Hein. D'accord. Là, je règle ma vitesse. Après, c'est aller la recherche, puisqu'on était sur des kicks sur tous les deux. Dans le temps, on pouvait couper, paf, comme ça. D'accord. Ce qui n'est pas pareil pour l'instant. D'accord. Voilà. Ça, on en parlera un petit peu plus tard, sur certainement d'autres volumes, parce que là, c'est quand même un petit peu plus pointu. Et mais en fait, donc, ce qui permet quand même, si on met trop de basses, peut-être qu'il y aurait peut-être trop de... Après, il y a un équilibre à jouer. D'accord. Après, c'est l'oreille musicale, bien donc sûr. Voilà. Bon, en résumé, pour vous dire que l'enchaînement de disques, c'est pas seulement mettre les deux au même tempo et puis au revoir. Il y a toute une infrastructure derrière, il y a tout. En fait, il y a un feeling, il y a de la finesse. Ça, c'est un vrai enchaînement mix tempo. Une chose importante, donc, je voulais te demander, au niveau des disques vinyles, parce que c'est vrai que la plupart des discothèques, partout, dans toutes les discothèques, il y a toujours le disque vinyle. Il y a eu des rumeurs comme quoi les disques vinyles allaient disparaître. Et on voit que dans les années 2000, le disque vinyle est toujours d'actualité. Il est vrai qu'il est en voie de disparition? Est-ce qu'il est toujours apprécié? Il est indispensable pour les disques jockeys? Il est indispensable, oui, pour le puriste comme moi qui adore le vinyle, quoi. Maintenant, c'est vrai que les radios utilisent beaucoup maintenant le CD.
pour l'animation radio, parce que ça va plus vite d'accès, ils n'ont pas à chercher dans la discographie, ils tapent sur l'ordinateur le morceau qu'ils veulent, boum, et ça rentre. Tout en numérique. Donc tout en numérique. Maintenant, c'est vrai que la fiabilité du laser n'est pas aussi rapide qu'une fiabilité d'une platine. C'est vrai que les platines laser maintenant ont bien évolué. C'est vrai qu'il y a une platine qui est sortie dernièrement que j'aurai l'occasion d'avoir ici prochainement, où il paraît qu'on peut vraiment scratcher d'enfer avec. Je demande à voir. De toute manière, la main de l'homme, c'est la main de l'homme, et l'improvisation, c'est l'impro. Ça sera jamais irremplaçable. Il est vrai que puis c'est une habitude. On sent le disque, on sent ce que l'on fait. C'est une question je veux dire, un musicien est un musicien. Un musicien ne peut pas être remplacé. C'est vrai qu'il est bien souvent remplacé par des supports électroniques, mais il faut que le musicien reste avant tout le musicien, parce que le disque jockey, c'est le musicien actuel, le musicien discothèque, je parle. Et personnellement, je trouve que ce serait dommage de voir dans une discothèque à 100%. On peut travailler à 30, 40%. Tu travailles un peu en CD, toi, dans une soirée? Oui, un peu, ça m'arrive, quoi. C'est pas mon kiff, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que les Italiens travaillent beaucoup au CD. Il y a beaucoup de disc-jockeys italiens qui travaillent au CD. D'accord. Mais bon, moi, tous les gros disc-jockeys que j'ai eu ici, que ce soit David Morales ou n'importe quel disc-jockey, utilisent le vinyle. D'accord. La platine laser reste subsidiaire, quoi. C'est quelque chose qui est utilisé, mais comme ça. D'accord. Donc là, pour en terminer avec cette première initiation d'enchaînement mix tempo, on verra certainement sur d'autres volumes par la suite tous les enchaînements a cappella, ce qu'on appelle les autres effets speedback, enfin il y a une multitude de façons pour pouvoir enchaîner deux disques, pour pouvoir en quitter un, pour pouvoir amener l'autre. Il y a des effets et ça c'est important de les connaître. On verra ça par la suite. Pour l'instant, pour en terminer avec l'initiation enchaînement mix tempo, on va commencer à présenter les autres types d'enchaînements, les cuts, ce qu'on appelle les cuts, les coupés, les cuts... Cuts vocaux, cuts jingle... Est-ce que les cuts sont beaucoup plus employés? Parce que tout le monde dit que les cuts, c'est beaucoup plus des enchaînements radio. Non, le cut, c'était la grande révolution dans les années 80. D'accord. C'était style, on va prendre Yannick Chevalier, Yann Egan, que tu connais, bon, Jean-Michel Stewart, ouais. Qui étaient des personnes qui utilisaient beaucoup, bon, il n'y avait pas de CD, c'était les jingles à cartouche, et qui parlaient jingle, donc disque, ou taper disque, ou... Tu vois, il y avait beau... Et en plus, il n'y avait pas encore les platines à vitesse, quoi. D'accord. Et est-ce que il est toujours d'actualité le cut? Est-ce que les cuts sont toujours utilisés par la plupart des disques jockeys? Est-ce que... Ça dépend comment on exploite. Si on est un disque jockey poussé, comment dire... Animation, par exemple. Animation, on utilise le cut. D'accord. Bon, moi, je sais que personnellement, lors de mes soirées disco mariage, voilà. J'utilise à 80% le cut. Cut vocal, cut beat, enfin le... Mais toi ici, est-ce que tu utilises bien entendu le... Oui, la semaine, oui. Comme je t'ai dit, on était éclectique la semaine, hein, donc j'utilise encore. D'accord. Et bien on y va pour la première présentation des cuts. Bien, les enchaînements cut, qui est une autre façon d'enchaîner deux disques en même temps. Denis, tu nous expliques déjà avant tout que veut dire cut. Cut, ce qui veut dire coupure rapide. D'accord. Est-ce que tu utilises souvent le cut lors d'une soirée? Le cut, ça dépend si on n'a pas du tout le même BPM, tu vois, entre deux disques, qui est vraiment différent. Ouais. Avant une série de slow, un petit jingle, donc c'est aussi un cut, c'est cuté. D'accord. Et dans une série ambiance, on cut beaucoup, on travaille beaucoup la voix. Voilà, celui qui est animateur utilise beaucoup plus le cut. Voilà. Il y a plus d'impact en fait. Voilà. Tu peux nous montrer déjà ce que c'est le cut de base? Je sais pas, on va faire un cut. Jingle? Ouais, un cut jingle. Un cut jingle. Alors on y va, c'est parti. On envoie. Alors, toujours, on va caler son disque à peu près à un endroit où il y a une phrase ou un montant. D'accord. Ce que l'on appelle aussi l'impact musical. Macumba, premier plus grand centre de loisirs de nuit du monde. Voilà, donc bien entendu caler son jingle, avoir un jingle quelle que soit la durée, il faut donc envoyer son jingle, on coupe le disque qui tourne et dès que le jingle est fini, on envoie l'autre
Voilà. tout simplement. Donc c'est vrai que ce type d'enchaînement était quand même bien utilisé dans les années 70 c'était la grande mode des jingles pour l'instant. Est-ce que les jingles sont toujours utilisés en club? Ben, le problème, c'est que maintenant, je pense que les jingles, oui, Yannick Chevalier faisait ses... Bon, on va parler de Yannick Chevalier. Bien sûr, qui est quand même un grand pionnier. Un pionnier, l'exemple aussi, de toute manière, en France. Fut beaucoup utilisé, puisque Yannick Chevalier sortait un album tous les ans, à peu près tous les ans. Il y avait, Bruitage et autres. Et le problème maintenant, c'est que beaucoup de... je sais pas, de DJ ou monter des studios et vendent des jingles, font des jingles pour des discothèques particulières qui sont à tarif exorbitant quand même, quoi. Je le dis. D'accord, mais bien sûr, vas-y, on est là pour ça. Mais bon, c'est vrai que attention, c'est des jingles particuliers à l'établissement. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il est bien qu'un disque jockey, est-ce que tu conseilles qu'un disque jockey doit travailler toujours jingle, ou est-ce que ça apporte un plus vis-à-vis de l'ambiance, par exemple pour sauter d'une série à l'autre? Est-ce qu'il est bien de faire intervenir un jingle? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable un jingle? Non, il y a le jingle vocal. D'accord. Que lui fera lui-même s'il n'a pas peur de son micro. Exemple, ce qu'on appelle le cut vocal. Le cut vocal. Tu nous fais une petite... Voilà. Donc même principe. On va reprendre le disque, on va aller le recaler ou on va le mettre un peu plus loin. On ne parle jamais, s'il y a des voix sur un disque, on ne parle jamais dans ces voix. On laisse terminer la phrase, les mots à dire. Donc on imagine que c'est le disque en live, il tourne, il guinche, c'est extraordinaire. Et là, on va donc envoyer... Voilà, une fois que la montée a été faite, on revient sur le BPM. On parlait tout à l'heure en début de cassette. Le BPM est parti. Et on est deux sur la piste. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, excellente soirée à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, la piste est bondée. N'ayez pas peur de parler dans votre micro. Soyez décontractés. Vous avez parlé au micro. Et maintenant, le cut va partir. Welcome to you. D'accord, là on a bien entendu la première phrase du disque que tu as envoyé, c'était clair, tu as fait ton annonce, quelle que soit l'annonce. Donc ça c'est le cut vocal, voilà. Au lieu d'utiliser le jingle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite manipulation au niveau des potards, il y a une indépendance car il faut parler tout en baissant l'autre potard de façon qu'on puisse se faire écouter. Et donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner avec cette manipulation, parler, baisser le disque, bing, on envoie l'autre. On parlera tout à l'heure, juste après, en fin de ce chapitre cut, on parlera du calage, parce que ça demande quand même une petite précision. Comment caler le disque que tu vas envoyer? Est-ce qu'il y a un petit retour à respecter, de façon qu'on soit synchro quand on envoie le disque avec le potard? On en parlera tout à l'heure. Et maintenant, est-ce qu'il y a le cut sans faire intervenir un jingle ou une annonce, quelle que soit l'annonce? Est-ce qu'on peut faire un cut, le cut beat, le cut simple, le cut rythme, quoi, en fait? Alors, le cut beat, le problème, c'est quand on arrive à une certaine dextérité, on va toujours mieux travailler ce cut. Soit en scratchant, je me permets déjà d'en parler. On verra tout à l'heure. Soit en réglant son BPM, sur le même BPM que le disque qui est en train de passer sur la piste. Ou soit le cut banal, on va prendre la caisse sur la caisse et paf, lâcher le disque, qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Donc là, il faut quand même rechercher à peu près la bonne vitesse. Oui. On est obligé. Oui. En fait, c'est ça. On ne peut pas, ça serait dommage, c'est vrai que ça peut faire un ralentissement d'un coup. Voilà. Si, admettons, on prend tel BPM et celui-là plus lent, c'est vrai que ça peut faire un gros contraste. Donc, tu nous fais donc cette petite... Il y a plusieurs façons, voilà. Chacun son cut en plus, je pense. Hein. D'accord. D'accord. Donc, on va faire au BPM. On le fait au BPM. D'accord, on est parti. Un cut beat, on va faire un cut qui est beat aussi et qui est sur une phrase. D'accord. On est toujours obligé d'attendre la fin du break. Voilà, il faut toujours donc respecter. Voilà. D'accord. Donc c'est une phrase musicale qui est respectée absolument.
fin de sa phrase. Check this out. Voilà, donc là, quand tu voyais ce qu'on appelle le ch, qui était vraiment sur le rythme de l'autre, c'est vrai que ça crée moins de contraste, mais ce que je trouve que, ce qui est le charme du cut, c'est que parfois ça remet comme un coup de sang neuf. Est-ce que c'est pas si grave parfois si on voit deux disques qui n'ont pas du tout la même dissonance, le même, faut qu'ils aient le même rythme, d'accord, mais est-ce que tu trouves qu'il est bien de faire du cut et de casser le rythme? Oui, oui, Daniel, parce qu'il y a un moment, en fait, attends, je coupe. Il y a un moment où on peut, parce que ça redonne un coup de fouet dans ta soirée. D'accord. Parce que ça peut être le disque leader, tu vois. D'accord. Le tube du moment où tu cut et les gens veulent cette intro. Alors toi, dès le fait qu'ils entendent cette intro, ils hurlent. Ça vient tout seul. Ça fait monter la mayonnaise tout seul. Bon, là, pourquoi j'ai fait les deux pour leur montrer que je n'ai pas pris le beat et que j'ai pris un son particulier. C'est pas obligé que ce soit un battement. Mais le son était déjà dans la mesure, par contre. Oui, le son, était calé à la vitesse. Donc j'ai cherché pour leur montrer, pour leur faire écouter sur la cassette, parce que c'est vrai que si tu fais tchac comme ça, on va se dire moi mais attends comment il a pris le son, quoi, tu vois. D'accord. Voilà, donc le cut beat est quand même beaucoup plus conseillé lorsqu'on va envoyer, admettons, le hit du moment, le morceau qui marche, malheur du tonnerre par exemple, et puis que là on veut créer un contraste et puis relancer, réchauffer la piste. Le cut beat me semble quand même beaucoup plus adapté pour valoriser ce. Ça dépend, tout dépend de l'ambiance. Tout dépend de l'ambiance, voilà, c'est ça. Il n'existe pas d'enchaînement type. Voilà. Question de feeling, comme je dis toujours. Le feeling, c'est le plus important. C'est la règle numéro 1. Donc un petit récapitulatif concernant les beats. Concernant le disque que tu cales, le disque que tu veux envoyer. Donc on ne va pas parler du disque qui tourne en live, le disque que tu veux envoyer. On va s'imaginer qu'on a tous un casque audio sur les oreilles. Et puis, est-ce que tu peux nous montrer donc en live comment tu fais pour caler le disque? Alors, il y a deux façons en fait, Daniel. On va partir sur le cut départ en réglant pour expliquer comment régler sa platine. D'accord. D'accord. Et le cut blocage sur feutrine. Il faut toujours qu'il y ait ton plateau qui soit en circulation en dessous pour pouvoir lâcher ton disque. D'accord. Donc, il ne faut pas écraser sa main. Voilà, il faut pas. Un disque ne se retient pas comme ça, si tu veux, parce que le plateau ne tourne pas. D'accord. Donc je sais pas si on voit. Et là, si je relâche, si je mets peu de pression, automatiquement, hop, le disque part à sa vitesse. Qui est l'intérêt de la feutrine. Qui est l'intérêt de la feutrine. Pour ça qu'une feutrine, c'est pas que pour faire joli, c'est d'une utilité et c'est important. Donc je rappelle qu'il libère le plateau et que le disque part d'une façon instantanée. Ouais. On peut par exemple faire un start-stop, c'est-à-dire que la platine est arrêtée et puis on envoie… Pour que le disque ne prenne… pour que la platine prenne sa vitesse. Alors, le start-stop c'est ça, hop. Vous venez caler, hop. Alors, on va parler de la Technics, puisqu'on travaille avec la Technics. D'accord, bien sûr. Alors, la Technics, son point de départ, vous prenez… Là, en face, vous venez jusque là. Son point de départ, logiquement, est très bon. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux appuyer. Le repère du bouton donc, où il y a le quartz jusqu'à cette lampe. Donc, d'ici à là, on a largement le temps de rencontrer normalement le bit qui doit être là. Et il n'y aura pas le bzzz, ça rentrera directement dedans. On va essayer. Pour faire une démonstration encore beaucoup plus explicite, tu peux recaler le beat. Pas du tout respecter ce calage. Exemple, le début du beat est là. Bah on va prendre là, on va s'arrêter là. Ou alors voilà, juste là, par exemple. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Une grosse caisse, on l'entend moins, mais ça serait un chant, on entendrait beaucoup plus le yo. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, c'est toujours ce qui a été respecté. En fait, c'est de là à là. C'est vrai qu'elle peut démarrer, mais le problème c'est que ça sera pas le tchak ou la voix ne sera pas comme elle devrait être. Ouais, elle ne sera pas à 100% dans son. Donc tu conseilles quand même toujours de retenir le disque sans appuyer de façon que le plateau soit. Voilà, c'est simple. Hein. Hop. Son disque, il y a deux façons de le retenir.
soit tu retiens ton disque au centre, soit Oui. tu retiens ton disque au bord. D'accord. Au bord, si tu trembles, ton diamant va sauter, si c'est au départ du disque. D'accord. Mais logiquement, là, il y a la pression qui s'est faite. Bon, moi, c'est mon habitude, je le prends là. Alors, le qui est là, Oui. je vais juste faire ça. D'accord. Un peu, il faut C'est pas. une question de minutes, ça, hein. Mais moi, voilà, c'est le défaut. Voilà. Il D'accord. y a une poussée qui se fait, mais c'est une poussée bénigne. Il faut D'accord. pas non plus. Donc comment on peut conseiller aux débutants des platines pour pouvoir travailler tel exercice? Est-ce qu'il est bien quand même de détecter, admettons, soit le battement ou un cri? Exemple, le cri où vous voulez envoyer, la musique. Est-ce qu'il est bien est-ce qu'il y a un exercice adéquat, un exercice que tu peux recommander à nos sympathiques débutants des platines? Une manipulation, est-ce qu'il y aurait une manipulation? La manipulation, ben, c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Daniel. C'est en fait une platine, c'est s'habituer. Comme il y a différentes marques de platine, Ouais. c'est s'habituer. C'est apprendre à connaître sa platine. C'est apprendre à la connaître. Apprendre à connaître la souplesse de la platine. D'accord. La souplesse ça revient au même. Moi, je n'ai pas une feutrine simple. Si tu veux, bon, j'ai le sous-feutrine qui permet D'accord. de Éviter l'adhérence. Ce que le feutre n'accroche pas. D'accord. Parce que le problème en soirée, bon, après, tu vois, Avec après l'humidité. plusieurs années, l'humidité et plein de choses comme Il ça, peut y avoir une ça adhérence. accroche, ouais, tu as une adhérence. Donc, ça fait que ta feutrine glisse au-dessus d'un plastique. D'accord. Le plastique qui peut être utilisé, sac poubelle de chez Provencière. Hein, Même il y avait des petites pochettes dans les pochettes de disques, les espèces de petites pochettes blanches, tu sais, espèces de petites pochettes en plastique qui étaient utilisées bien souvent. Donc je rappelle. Ah oui, oui. Donc ça c'est toujours, ça me vient C'est des l'idée. astuces, quoi. Oui, c'est des astuces. Vous pouvez le mettre en dessous de la feutrine. Vous allez voir on limitera l'adhérence avec la feutrine et le plateau. Donc au niveau des exercices, il faut donc bien repérer son battement. Bien, connaître, voilà, c'est comme tout, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est comme une voiture, il faut apprendre à la connaître. Ou c'est comme une femme. Une femme. Non mais c'est vrai. Donc avant d'utiliser les grands moyens avec une femme, par exemple, puisqu'on a pris l'exemple d'une femme, mais là on parle surtout platine, il faut quand même se familiariser. Alors avant de vous lancer dans des enchaînements à endormir debout, faites les choses le plus simple. Il faut y aller méthodiquement, travailler, il faut ressentir votre platine, votre disque, il faut se mettre à l'aise, il faut connaître en fait l'instrument. Hein. C'est comme un. Ouais, il faut connaître les choses, quoi. C'est une habitude, c'est des choses qui se font comme ça. D'accord. De toute façon, à la fin de cette cassette, on aura le privilège de voir Denis en live, donc avec les 2, 3, 4 000 personnes. On verra samedi. Et là, il nous fera donc du cut en live, voir ce que ça peut donner, y compris les enchaînements, y compris toutes les petites démos que l'on va expliquer tout au long de cette cassette. Bien, dans quelques instants, nous allons passer au chapitre suivant. Les premières bases du scratch. Donc c'est vrai que le scratch qui est quand même à la mode depuis des années, qui est utilisé depuis des années aux États-Unis, qui est une grande mode depuis 10-15 ans. Enfin, on ne va pas hyper les sur ce sujet. On passe tout de suite au chapitre suivant, le scratch. Le scratch, la technique clé dont tout le monde pense qu'il est indispensable, qu'un disque jockey doit bien savoir scratcher. Est-ce que c'est indispensable? Il y a le pour et le contre. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est un plus dans une soirée. Moi, je dis tout à fait. C'est pas contre, c'est pas pour non plus, comme tu dis, Daniel. C'est un juste milieu, quoi. Il faut pas trop exagérer. Penses-tu qu'un disque jockey, si admettons un disque jockey ne sait pas du tout scratcher, et s'il n'aime pas, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aimer le scratch, est-ce que tu penses que ça ne l'empêchera pas de faire ce métier quand même, je veux dire, Non, ça ne l'empêchera pas, puisque de toute manière, le scratch, il y a des spécialistes où c'est devenu vraiment un grand art, tels que Crazy Bee, Cut Killer, on en passe, hein, tel que Kubert aussi, qui est l'indétrônable américain. Non, c'est devenu vraiment un art maintenant, le scratch. C'est vraiment devenu spécifique. Ça fait longtemps que ça existe, le scratch? Oh oui, ça fait... Le DMC existe depuis un bon moment. 20, 30 ans environ, non? Moins que ça. Non, parce qu'avant on pouvait pas, justement avec les plateaux, hein, avec les platines qui existaient, on pouvait pas trop scratcher. Parce que je me rappelle qu'on écoutait des rap style Rappers Delight ou Grand Master Flash, où bien entendu il y avait des plans scratch qui datent quand même des années 75, 80. Donc là déjà le scratch existait déjà. Quand même. Oui, mais tu regardes les Russes, eux mixent et scratch avec le Revox. Le Revox, qui est un magnéto à bande qui existe depuis je ne sais pas combien d'années, c'est plutôt de ta génération, ça.
Merci. Donc, Merci. Oui. ce que je veux dire, non, mais le Revox, c'est. Ah oui, tout à fait. En Russie, il y a 5 ans en arrière, ils scratchaient avec le Revox. C'est vrai que j'ai eu fait aussi le scratch avec le Revox. Il y a déjà eu, je crois, un disque jockey qui avait fait toute une technique avec des magnétobandes. C'était impressionnant. Je crois que c'était un chinois japonais, je ne sais plus, enfin bon, quel que soit. Non, mais bon, je ne sais plus, enfin c'était un grand de la haute technique. Donc le scratch qui est bien entendu incontournable, parce que c'est vrai que dès qu'on pense disque jockey, on pense tout de suite à scratch. Même les enfants de 10-12 ans qui déjà rêvent d'être disque jockey, ils pensent que déjà ils scratchent avec leur chaîne hi-fi. Ça ne se limite pas qu'à ça. Donc le métier disque jockey ne se limite pas qu'à faire du scratch. C'est un plus, c'est vrai que ça valorise le disque jockey, mais c'est pas indispensable. Mais si on sait bien maîtriser le scratch, ce n'est pas plus mal. C'est une valise de plus. Denis, est-ce que tu peux nous expliquer pas à pas quels seraient les bons conseils que tu pourrais donner à tout débutant qui nous regarde, savoir comment on peut commencer à travailler le scratch avec sagesse quelque part, sans faire n'importe quoi. Sans faire n'importe quoi, il y a le tap-tap, du moins ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le tap-tap, quoi. Du moins je l'appelle comme ça, je vais te faire une petite démo. Bien sûr. Hein, je vais prendre le kick, quoi, du moins le premier battement du BPM. Bien sûr. Voilà, comme ça. Et alors c'est simple, c'est monter, lâcher, baisser, retour. D'accord, donc tu lèves ton potard, retour, Voilà. on baisse. Voilà. Tu nous le remontres. Alors ouvert, baisser, retour. On ne doit pas entendre le retour. On ne doit pas entendre le ça. D'accord. Voilà. Excepté, bien entendu, si on part dans une autre technique que l'on verra dans nos prochains volumes, parce que le scratch ne se limite pas que tac, recul, tac, recul. Il y a aussi l'avant et l'arrière. Je veux dire, il y a Voilà. aussi le Oui, il y a le son. retour, quoi. Il y a le retour. Donc ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est l'initiation scratch. Donc ça, c'est un exercice que l'on peut travailler, se synchroniser avec... Avec l'autre disque qui tourne. D'accord. Voilà. Main droite et main gauche. Main gauche. Parce que là, j'ai vu que tu avais quand même installé tes deux platines à droite. On peut aussi en mettre une à droite. Oui, en fait, ça fait que dans les années 80, quand je suis allé dans une certaine discothèque, les platines étaient à droite. Et en fait, je me suis habitué à avoir les platines à droite, quoi. C'est pas une mauvaise éducation parce que je crois que Crazy Bill les met à gauche. D'accord. Non, c'est chacun à sa façon, en fait. On dispose comme on veut ses platines. On peut les poser comme à la DMC, Ouais. les poser comme ça Ouais. pour travailler plus vite. D'accord. Du moins, c'est une habitude qu'ils ont eux. Bien Ça sûr. donne moins d'espace et ça fait travailler plus vite les mains. C'est quoi, comme voilà. une voiture, on règle son siège ou son volant comme Voilà. on le veut. D'accord. Voilà. Donc après avoir bien maîtrisé ce gestuel, bing, on recule, bing, est-ce qu'il y aurait un autre exercice qui nous permettrait après de rentrer un peu plus dedans, le scratch? Oui, doubler. Après, en fait, sur le, bon, je vais dire le pan, on fait pan, c'est travailler après la rapidité. Pan, 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 pan. Aller Exemple. plus vite. Exemple. Alors moi, je vais faire avec un disque qui est un acapella. On va choisir un acapella. Donc on s'imagine qu'on écoute au casque. Voilà. Alors je vais chercher. Ah, voilà, je vais caler. Alors, on va caler. Voilà, je vais envoyer. Alors je vais baisser un peu le volume de celui-là pour que vous puissiez bien entendre. Voilà, le beat y est. On va augmenter un petit peu le disque du scratch. Voilà, ça fait. Alors maintenant on y va. Sur le rythme. Voilà, sur le rythme. Ça c'est la base simple. Exercice de base. Donc une fois qu'on s'est bien familiarisé avec le tac, on baisse le potard, Voilà. retour, tac, Tac. et ainsi de suite. Voilà, Après, on prend le rythme du disque en question et on se met dessus. voilà. D'accord. C'est déjà. Donc si déjà on arrive déjà à faire ça, c'est déjà un bon pas, je pense. Voilà, après bon, il suffit d'accélérer. Oui. D'accord. Ensuite, quelle est la phase? Est-ce qu'on peut doubler? Doubler, le doubler, oui. Donc en fait, Deux coups secs. d'accord. Je crois qu'il faut beaucoup manipuler pour essayer de trouver le. Il y a déjà la disposition de la main parce qu'il y a des personnes qui vont les scratcher comme ça. Il y a des personnes qui vont scratcher plus au centre comme moi. Et il y en a qui vont se mettre carrément au milieu. D'accord. Voilà. Donc c'est comme tout métier, comme n'importe quelle activité, il faut toujours ressentir avec les doigts ce que l'on fait, même des sculpteurs, je veux dire. Ouais, après c'est l'effet qu'on mettra sur le disque. Il y a D'accord. plein de choses qui jouent. D'accord. On a déjà remarqué souvent lors des DMC ou d'autres disques jockeys qui nous font des belles démonstrations de scratch et autres,
il y a toujours des petits repères, des petits scotch que l'on. Ces repères je veux dire, ils nous servent à quoi exactement? En fait, il y a le repère du sillon. Oui. Alors en fait, le sillon, on va mettre un morceau de scotch. J'en ai dans ma valise, mais bon, je m'en sers pas moi. On va mettre le morceau de scotch qui te permet qu'à chaque fois que tu vas ramener ton diamant, il va pas aller il va pas aller plus loin que le sillon que tu as sélectionné. D'accord, donc c'est un gagne-temps pour le caler en fait. Oui, en fait, je vais te dire, les 3/4 du temps, tu enlèves le casque, quoi, parce que tu travailles avec des repères. D'accord. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs on les voit jamais avec un casque. Hein. Oh non, au Ça, GMC c'est rare. non. En plus, bon, c'est du programme, ils se sont vachement entraînés pour ça, c'est des heures et des heures et des heures, mais tu peux pas t'imaginer, Daniel, quoi. Vraiment énormément d'heures de travail, quoi. Exactement, je crois que c'est comme jongler avec un ballon, au début on n'y arrive pas, c'est comme tout, hein, c'est comme tout. Donc je rassure ceux qui veulent se lancer dans le domaine du scratch, ne désespérez pas, c'est vrai que vous avez les cartes dans vos mains, c'est-à-dire qu'il faut travailler, travailler et travailler, ne jamais désespérer, déjà travailler ces exercices de base au lieu de chercher à faire des super effets, et après, à la force des choses, va se développer un peu ce côté imaginatif, parce qu'il faut avoir de l'imagination avant tout, il faut être musicien, avoir l'oreille musicale. Donc toi, on a bien vu que tu l'avais. Est-ce que parfois il arrive que tu arrives à trouver des riffs, à trouver des rythmiques Non, on arrive à trouver, oui. Oui, tu arrives à trouver. En fait, c'est comme tu dis, Daniel, c'est s'entraîner, c'est jongler, c'est travailler. C'est un travail. Après, les effets, tu vas les trouver toi-même. C'est comme les retours arrière. Faire un retour arrière qui est... Au départ, quand tu t'entraînes, en fait, c'est comme on dit, Daniel, depuis tout à l'heure, on fait ça. Mais après, la personne s'entraînera à faire. C'est l'inverse. Tu inverses. D'accord. De toute façon, c'est vrai que sur d'autres volumes, on verra aussi les autres techniques beaucoup plus pointues du scratch. Là, pour l'instant, ce n'est que l'initiation. Comment déjà commencer à travailler le scratch. Et après, ça sera à votre bon vouloir, si vous le ressentez. Et puis, il faut donc avoir cette petite oreille de percussionniste, parce que c'est une percussion supplémentaire, ce qui va valoriser quand même une musique. Donc, concernant le scratch, on n'a pas fait le tour, loin de là, mais par contre, concernant l'initiation, est-ce qu'il y aurait autre chose, d'autres conseils que tu pourrais proposer? Je ne sais pas, moi, sans utiliser le potard, est-ce qu'il y aurait un jonglage à faire comme Non, ou on peut... Oui, il faudrait que je prenne un disque avec un BPM, quoi, par exemple. Alors, hop, voilà, on va prendre ça, on va escaler. Ça, c'est une chose simple en fait, hein, c'est garder potard en haut. On va prendre le... Voilà, c'est une astuce, quoi, c'est un petit truc. Hein. D'accord. Voilà. Alors, voilà bon, c'est une astuce pour mixer aussi, hein, mais bon, ça on en reparlera plus tard. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bien, il faut donc caler un battement, quel que soit le battement, Voilà. et faire un aller-retour. Et bien toujours garder en gardant le BPM de l'autre. en respectant le rythme, ça c'est très important. Voilà. Donc ce n'est qu'un exercice, il faut éviter de le faire en live, quoique tout dépend du bruit que vous avez sélectionné. Mais c'est ni plus ni moins de l'exercice. Merci, on a donc présenté en bref l'initiation Scratch. On va parler dans quelques instants le passe-passe qui a un rapport avec le Scratch puisque je crois qu'il y a une manipulation avec potard, avec disque. Oui, oui. Enfin, tu vas nous présenter en quelques mots les bases du passe-passe. Bien, le passe-passe qui est une technique parmi tant d'autres concernant la panoplie complète du métier de disque jockey. Sachez qu'il y en a encore plein, il y aura encore des nouvelles pour les années à venir. Donc le passe-passe qui n'est pas tout jeune, Denis, ça existe depuis combien de temps le passe-passe? Je veux dire, depuis combien de temps on pratique Depuis combien de temps on pratique en boîte ou professionnellement, en soirée? Oh, je pense depuis les années 80, au début du DMC, quoi, ça a vraiment été le truc. Donc c'est à la même période que le scratch, hein. Je veux dire, c'est complémentaire, c'est une suite du scratch ou c'est... C'est encore autre chose, c'est notre harmonie, on va dire. Donc, comme le scratch, il faut savoir bien le maîtriser pour Voilà. pouvoir se permettre de dire tiens, on va faire du passe-passe. Voilà. Et c'est vrai que ça demande alors là une précision, mais alors c'est impressionnant. Donc le principe, toujours donc nos deux fameuses platines. Tu as préparé 2 disques. Explique-nous en gros, est-ce que on le fait avec les mêmes disques? Est-ce qu'on peut le faire avec 2 disques différents? Bah là, on va le faire avec 2 disques identiques. Mhm. Bon, le problème, c'est pas le même pressage, je suis désolé. Et après, on le fera avec un acapella et un disque. D'accord. Donc le principe du passe-passe, c'est de passer d'un disque à l'autre Oui.
sans créer de temps mort, Oui, de conserver donc soit le même beat ou le même refrain, voilà. c'est bien ça, en jonglant avec ces deux platines. Voilà. En quelques mots, c'est ça. Voilà. Pardon, excuse-moi. Pour s'entraîner, moi je dis plutôt vaut mieux essayer de faire un passe-passe déjà sur 2 roulements. D'accord. Voilà. Tu peux nous montrer comment Oui, on va y aller. on peut travailler. Voilà. Alors par contre, oui. Allez, c'est parti. In everything I do, I only think of you. A universal language that's Là, j'attends le understood. moment que moi je me suis sélectionné. Hein. D'accord. Please let me know exactly what you want. On est prêt? So baby, if you feel it, speak it to me. Speak it to me. Speak it to me. Speak it to Ça me. arrive, ça saute. Hein. C'est du live. Voilà, C'est ça vrai. arrive. C'est en live, hein, Daniel. Ah ben, on est là pour, justement Voilà. pour comprendre le principe et pas que nous fassions une démonstration, bien entendu, parce que ça demande quand même beaucoup, c'est pareil, ça demande beaucoup de préparatifs, des repères, etc. Mais là, on a pris un peu les 2 disques plus ou moins ressemblants dans tes casiers. C'était pour que tu nous donnes déjà la base du passe-passe. Donc, si j'ai bien compris, c'est le même principe qu'un cut. On doit donc caler un passage. Le passage concerné, on doit attendre à quel moment on doit l'envoyer. Oui. En fait, c'est ni plus ni moins que du cut. Que du cut, ouais. Donc cut sur cut. Cut sur C'est-à-dire que tu baisses le potard Retour. du retour, et quand tu l'envoies, tu lèves, Et tu je as baissé baisse, l'autre, voilà. et ainsi de suite. Donc là, ça demande quand même une sacrée synchronisation. On recule, on envoie celui-ci, on baisse, pendant que celui-ci est baissé, on le relève. Mais attention, comment aussi se repérer combien de tours tu fais en général comment tu arrives à te repérer pour celui Bon, qui, il y en a qui se repèrent avec les scotch, ce qu'on parlait auparavant. D'accord, les petits repères Et scotch là. Voilà. Pour moi, mon repère, c'est mon retour de main en fait. Ouais. C'est mon retour de main qui travaille. C'est une habitude en fait au départ, sans parler du passe-passe accéléré, on parle du passe-passe simple. Mon retour va être fait, je pars sur le pas, hop, retour. Passe-passe revient, hop, retour. Passe-passe revient, hop, retour. Alors vous comparez que maintenant je fais ça sur cette platine, hop, et je refais la même chose sur cette platine. D'accord. On peut, comme si on était toujours avec un casque audio, Voilà. est-ce qu'on peut voir en direct, admettons, le bout de refrain, Le bout de passage refrain, que tu as on va le pris. faire sur celui-là. Voilà, on va donc... Voilà. Alors il faut que je vais voir s'il est toujours calé. à peine un tour, je vois, il y a il y a un léger en tour. fait, là je te l'ai fait comme ça celui-là. D'accord. Il y a 3/4, on va dire un 3/4 de tour. D'accord. Bon, souvent, parfois, ça peut être un Ça cri. dépend parce que ouais, voilà. Parfois, ça peut être oh, oh, oh. Donc là, ça ne demande pas un tour, mais ça peut demander juste un... Voilà. Donc juste un quart. Par contre, c'est vrai que ça demande beaucoup d'entraînement. Parce que là, Ouais, c'est ce qu'il faut faire attention, oui, voilà, sur des cris, sur des ou, on va être très rapide, on va devoir aller très très vite. Donc là, on ne travaille plus au potard, on travaille au crossfader. D'accord. Donc ça concernant le crossfader, c'est vrai que c'est une autre technique qu'il faut bien entendu bien apprivoiser. La plupart des tables de mixage sont équipées avec un petit crossfader. Là, c'est une autre manipulation. On en reparlera bien entendu sur d'autres volumes. Pour l'instant, on a voulu bien insister sur l'initiation de chaque technique existante pour tous les disques jockeys. Donc on va faire un petit récapitulatif tout à l'heure, puisqu'on a parlé donc du scratch, etc., du passe-passe. Là, juste après, nous allons parler d'autres effets spéciaux que les disques jockeys utilisent toujours, c'est-à-dire le phasing. Denis, tu vas nous présenter ça tout à l'heure. Qui peut se faire, donc qui se fait avec deux disques identiques si possible du même pressage. Ouais. Tu nous expliqueras ça. On va essayer de trouver, normalement je dois en avoir. Hein. D'accord. Mais donc pour en terminer avec le passe-passe, est-ce qu'on peut le faire parfois avec deux disques totalement différents C'est envisageable ça. Le passe-passe, c'est pas que avec les deux mêmes. Oui, bah, c'est envisageable parce que moi je m'amuse souvent à mélanger les paroles en fait. On va changer, hein. On Bien fait sûr. tout en live, on est en live. Voilà, on va reprendre le Run DMC. Tiens, celui-ci, il a un petit Il a un repère, ouais, c'est pas le mien. D'accord. C'est pas le mien. Mais Alors, je
Je t'en veux pas, Denis, si tu fais des repères à tes disques. Hein. Chacun sa technique. Alors voilà, là on va se caler, je fais en live, hein, donc pour qu'on puisse comprendre. Alors voilà, on va chercher, voilà. Alors, normalement, il y a... Voilà, on est parti. Hein, là, on est... Alors j'aime pas trop utiliser comme ça parce qu'on est trop près du centrage, je vais me retourner. Hein. D'accord. Okay. DJ Jam Master J inside the place with all the bass. He leaves without a trace, and he came here tonight to get on your case. And we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this. Something like this. Something like this. Record breaking, and it goes a little something like this. Like this. Like this. Record breaking, and it goes a little something like this. Voilà. Merci. Une précision, est-ce qu'il existe des cellules adaptées pour ce type de manipulation? Est-ce qu'une cellule peut lire à l'avant, à l'arrière du disque? Est-ce qu'elle peut faire l'aller le retour? Bah en fait, une cellule, c'est un diamant, Daniel. Un diamant sur un disque, il a un sillon départ, un sillon qui est arrêté. Et en spirale. On n'est pas en micro-sillon, d'après ce que tout le monde peut croire, qu'il y a des milliers et des milliers de sillons. Donc ça fait que le diamant, en fait, reste toujours dans le même sillon. Tu es bien d'accord avec moi? Tout à fait. Donc cellules, oui, hein, les particulières, celles-là sont pas... Je les utilise parce que j'adore leur son, c'est ce que moi j'utilise. C'est vrai que pour scratcher, je ne vais pas utiliser ça. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que toi, tu travailles dans ce club où tu n'es pas là pour faire, admettons, tu ne fais pas de compétition, ça ne demande pas à avoir un super... Voilà. Et c'est-à-dire qu'en plus, comme on est plusieurs disjockeys, tu vois, je pense pas toujours à régler les platines, à régler les... Bon, le problème, c'est que si on veut vraiment faire du scratch, c'est vrai que moi, je n'utilise pas ça de toute manière comme cellule. D'accord. Donc, ceux qui veulent se mettre à 200% le scratch, il faut donc demander à votre fournisseur local des conseils, des renseignements pour une cellule adaptée qui évite, bien entendu, de sauter si vous faites un petit retour assez rapide. Voilà. Donc, on a bien compris au niveau donc, du passe-passe, on n'est pas obligé de prendre les deux mêmes disques identiques, on peut le faire donc, comme tu as fait avec deux disques différents. Il est quand même toujours bien de respecter toujours ce fameux tempo quand même, parce que sinon on fait un passe-passe avec un riff assez lent et l'autre rapide, ça peut faire un contraste. Oui, non, il y a des passe-passe longs qui peuvent se faire longs sur un temps ou deux temps. D'accord. Et rester comme ça en fait, c'est faire une boucle. D'accord. Dans une soirée, tu utilises parfois le passe-passe Moins en moins. De moins en moins. Moi, je te le dis franchement, de moins en moins. D'accord. Parce que maintenant, en fait, tu te rends compte que les gens ne se rendent pas compte, quoi. Toi, tu fais ça pour te faire valoriser, mais c'est vrai que... Disons que quelqu'un qui est sur la piste qui danse, c'est pour ça que là où il y a la différence entre un club et admettons une démo, c'est que la démo, tout le monde regarde ce que fait le disque jockey. Là, on comprend mieux le principe du passe-passe. Donc voir du passe-passe, c'est de l'acrobatie avec des platines. Oui. Et de le voir faire, c'est vrai que c'est plus joli. Par contre, que de l'écouter, je pense que... C'est moins joli parce que si tu as 3000 personnes, tu as les 100 personnes qui vont savoir que tu fais du passe-passe. D'accord. Mais les autres vont croire que c'est rayé. Mais quand le samedi soir, tu as ton fan club, tout cela, Denis, hein, parfois oui, tu te fais quand même un petit plaisir, c'est normal. Tu te dois un petit peu, non, Mais j'aime pas. T'aimes pas. Tu n'aimes plus, mais c'est normal. Non, je veux c'est dire... pas que j'aime plus, Daniel. J'aime faire ça, mais... Sûr, c'est sûr. C'est un autre trip. C'est un autre trip, Daniel. Oh putain, il va me faire chier. C'est un autre trip. Bon, allez, on envoie le chapitre suivant, on y va pour le phasing. Le phasing, une technique supplémentaire parmi tant d'autres, il y en aura des nouvelles pendant les années à venir. Le phasing qui existe depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Denis, est-ce que tu utilises toujours le phasing lors de tes belles soirées Move? Mais soirée Move, non, tu utilises de temps en temps encore le phasing, mais bon, maintenant le problème c'est que les tables font aussi le phasing automatiquement. Il suffit d'appuyer sur un bouton et après... Ouais, voilà, il y a le phasing, mais bon, moi ça m'intéresse pas, c'est pas de l'artisanat. C'est vrai qu'il faut quand même garder la bonne vieille école. Le phasing donc se fait toujours avec les deux mêmes disques, identiques. Avec le même pressage, j'y tiens. Ça c'est important, ce qui facilite. Est-ce qu'il y a, admettons, avec un disque import et un disque plus standard, est-ce qu'on peut réaliser difficilement Tu peux le faire plus difficile parce que c'est pas le même pressage. D'accord. Donc le pressage est complètement différent. Souvent les pressages américains, les pressages import sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus... Le son est meilleur.
Eh bien écoute, on va regarder dans quelques instants comment tu nous prépares un phasing. On va même en profiter, puisqu'on a les deux mêmes disques, on va en profiter pour faire un récapitulatif de tout ce que l'on a vu depuis le début de cette cassette vidéo. Le passe-passe, le scratch, l'enchaînement tempo, etc. L'avantage de travailler avec les deux mêmes disques, pour ceux qui ont des petites difficultés, des petites lacunes pour réaliser des bons enchaînements mix tempo, c'est qu'en travaillant avec les deux mêmes disques, ça facilite quand même le travail. Non, c'est sûr, ouais. S'amuser à dérégler les disques, s'amuser à les dérégler. D'accord. Et bon, c'est vrai qu'on retrouvera toujours les mêmes vitesses, mais c'est vrai que mixer, pour apprendre à mixer, essayer de tenir les deux mêmes tempos, c'est bien. D'accord, donc pour des bonnes notes, pour bien travailler, pour y aller pas à pas, donc les deux mêmes disques. Et à partir de là, vous allez voir qu'une fois que vous serez bien familiarisé avec ces deux disques, vous pourrez faire du phasing, de l'écho, ce que d'ailleurs Denis va nous présenter tout de suite. Donc le petit récapitulatif, on te laisse pendant quelques instants. T'es gentil. Ah, ça te fait plaisir, hein, quand ça même. fera un peu plus de place. Voilà, merci. À tout de suite. Au revoir. Donc là, on y va pour la réalisation du phasing. Écho. Écho. Donc c'est un décalage, les deux disques en même temps, avec un léger décalage. Exercice parmi tant d'autres, le passe-passe, comme on a vu tout à l'heure. Le phasing, donc les disques en même temps, mais légèrement décalés, ce qui donne donc un son, un effet phasing, le son comme une hélice, comme si la musique était prise dans une hélice, dans un vent. À nouveau, le passe-passe. À nouveau, le retour du phasing. Donc le décalage qui permet le contretemps. L'écho beaucoup plus décalé, avec un délai beaucoup plus lent. Décalage d'une mesure, on peut le faire d'une demi-mesure également. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, À nouveau écho. Voilà, en fait, le travail avec deux disques en même temps est illimité. On peut faire beaucoup de choses comme vous pouvez le voir. On peut surtout bien entendu se familiariser avec la manipulation, écho, décalage en demi-contretemps, le phasing, le passe-passe, etc., etc. Nous allons passer au scratch. Allez mon petit Denis, allez,
récapitulatif. Et une chose importante que je voulais te demander, puisque je te voyais en pleine, donc c'est vrai que d'avoir les deux mêmes disques, travailler soigneusement ces exercices, donc qui sont illimités, c'est pas parce qu'on croit savoir le faire que le lendemain c'est pas peine de le retravailler, il faut le travailler jusqu'à temps qu'on le maîtrise parfaitement. Par contre, est-ce qu'on peut faire la même chose avec des CD ? Est-ce que, parce que beaucoup, comme on en parlait en ce début de cassette, qu'il y en a qui n'utilisent que les lecteurs CD ou à 30% les CD. Est-ce qu'on peut Je travaille, hein, excuse-moi. Hein. Non, mais tu fais ta vie, mon bon. petit Denis. Tu sais, t'es chez toi. Non, merci, t'es gentil. C'est promis, Daniel, tout à l'heure, t'es je gentil. t'aiderai à faire le C'est ménage, gentil. parce que ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on peut donc réaliser le même type de technique avec des CD? Voilà, on y va. CD. D'accord. CD. D'accord. On y va, Daniel. Première. Voilà, en fait déjà de moins pour caler le CD, ça va être à peu près pareil, à part qu'à la place que ça soit ta main qui va caler ton CD, ça va être une molette qui va aller chercher le calage, D'accord. le pitch, vitesse, plus 8, moins 8, plus 16, moins 16. D'accord. Donc tout Parce dépend. que tout dépend de la platine CD, voilà. Celle-là, on peut varier le tempo. D'accord. Donc voilà, pour les rechercher, ça revient toujours au même. Le CD est en place, on va baisser un peu, voilà. Pause, molette de calage. Qui remplace donc les doigts sur le disque au centre du disque. Voilà. C'est ça. Premier battement calé. Il est là. D'accord. Maintenant, ta vitesse, comme le disque. Tu vas rechercher, tu as accéléré, tu as calé, tu attends le BPM, comme tout à l'heure. D'accord. De quoi on parlait. Hop, ton BPM est en route. Première grosse caisse. D'accord. Et on y est. Si elle veut partir. Et voilà. D'accord. Donc le principe était exactement le même. C'est une autre manipulation où également il faut travailler. Est-ce que l'on peut faire du scratch? Question à 100 francs. Est-ce que l'on peut faire du scratch avec une platine CD? Question que tout le monde se pose. Oui, il y en a une. Qu'une seule. On précise la marque, on la précise pas? Ouais, c'est Tascam. D'accord. Tascam vient de sortir une platine CD, quoi, vient de sortir. Ça fait un petit moment, je devais l'avoir en démo, je l'ai pas eu. Comme quoi, bon, on peut scratcher avec. Hein. Bon, Pioneer ont sorti aussi un double lecteur CD qui mixe automatiquement. Et bon, où est le plaisir? Il n'y a plus de plaisir. Exactement, où est le plaisir? Est-ce que c'est le même effet? Est-ce que ça donne le même résultat, le scratch CD et le scratch vinyle? Alors moi, je n'ai pas essayé, donc c'est ce que je te disais auparavant. Bon, ce que j'en ai entendu, c'est que c'est performant. Mais rapport qualité-prix, je préfère platine et mes disques. Hein. Il est vrai que c'est tellement plus agréable de voir un disque jockey en pleine démonstration et de le voir bien manier ses platines que toucher 2-3 boutons et que ça fasse automatiquement. Voilà. C'est tout à fait. Malheureusement, le progrès fait bien les choses, parfois moins bien. Tout dépend de. En fait, tout dépend de ce que l'on recherche, mais il faut quand même conserver ce côté un peu spectaculaire du disque jockey, sans être, bien entendu, vieille France. Est-ce que l'on peut faire du passe-passe, par exemple, avec des lecteurs CD? C'est réalisable. Oui, c'est réalisable. Oui, en fait, non, je me suis jamais amusé à le faire. Bon, en fait, tu fais une boucle, hein, tu fais ta boucle, je peux te le faire tout de suite, hein, c'est facile. On appuie sur les boutons en même temps et ça... Non, avec une seule platine. Tu prends, hop, on va y chercher, pas celui-là. Avec une seule platine. Une seule platine, ouais, tu vas t'amuser à faire du passe-passe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attends, j'ai mis en place. Je t'avais pas donné le CD, ou tu m'as déjà volé le CD, toi? Ah, ça y est, moi j'ai rien. Voilà, c'est bon. Moi j'ai rien volé, hein. Voilà. En fait, voilà, la simplicité est même, c'est que. On a le droit de changer. Non, mais en fait, tu vas t'amuser à faire une boucle, Daniel, qui est. Moi? Voilà, regarde, c'est bon. Tu me demandes ça à moi. Voilà, et on est parti. Voilà, passe-passe. D'accord, donc avec le système du reloop, voilà. Voilà, c'est une boucle. Donc c'est un passe-passe. Donc je sais pas si vous pouvez vous en apercevoir, c'est vrai que le passe-passe qu'on a vu tout à l'heure travailler avec des platines vinyles et ce passe-passe qui est bien automatisé, je trouve que c'est un petit peu bon. Comme je disais tout à l'heure, qu'un passe-passe n'est pas que agréable à écouter, il est surtout agréable à voir. Donc le passe-passe, c'est ni plus ni moins une acrobatie présentée par le disque jockey. Il est agréable à effectuer. C'est deux choses différentes. Surtout. Bien, écoute Denis, je te remercie beaucoup de nous avoir expliqué donc les bases fondamentales de ces techniques disque moi jockey. aussi mon pote, hein. Ah, ça nous a fait plaisir. Attends. On était content, on a passé un bon moment. Bon, voilà. Et puis on va voir mon cher Denis dans quelques instants en plein live avec dans la même salle, mais sauf qu'il y aura 4-5 000 personnes en plus. Vous allez voir, ça va être move et puis vous allez voir les gonzesses. Et puis on t'envie mon petit Et il Denis. fallait qu'ils lisent, hein. Ah, c'est important. Vous savez, j'ai des hormones mâles et je peux pas m'en empêcher. Et eh bien écoute Denis, merci pour ta patience, merci surtout Allez, pour coupez, ta... on va plus Non, s'arrêter. non, Coupez, s'arrête. On coupe, on coupe, On ne coupe on pas. le coupe, c'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Tiens, au revoir.
Sifflez, on va s'il y a quelqu'un, Macumba, le bruit, make some noise, le bruit, le bruit. Le scratch, la technique clé dont tout le monde pense qu'il est indispensable pour un disque jockey d'utiliser le scratch lors de toutes ses soirées. Oui et non, chacun ses idées, chacun ses propos. On va quand même demander à notre grand chef, Denis, concernant le scratch, est-ce que tu utilises tous les soirs cette technique? Est-ce que tu penses que c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable. Oh bah. C'est chier. Oh bah non. Non. Mais c'est de ta faute, pourquoi on a arrêté? Oh, c'était bon ça. Oh, t'as vu ta tête? Il filme toujours. Non. Imagine. Non. Ok, ça tourne. Attends. Ah. Ouais. Putain. Faut pas que je choque. Allez, Alors, regarde. je vais dire, Denis, penses-tu que... Et que je chie ou c'est continue. J'en peux plus, j'ai mal au caisson. En plus, sa pizza était... Allez, dégueu, putain. On y va? Dès que je suis parti, on y va.
Ça me paraît bien évident. Allez. Le scratch. Le scratch. Oh putain, alors, volume 2. Non. Le scratch, la technique clé dont tout le monde pense qu'il est indispensable qu'un disque jockey utilise le scratch, même s'il respire, même s'il se renifle, je fais ça, je ne peux pas. Attends, j'y peux rien. Allez, Bon, allez, vas-y. allez. Vas-y. Oh, mais on fait jamais ça. Hein. Bon. Tu me le refais plus parce que de la journée, tu me vois plus. Oh, culé. Ça va être dur. Là, ça va être dur.